Il y a plusieurs semaines, alors que je travaillais tranquillement sur mon ordinateur, j'ai reçu un email que je n'aurais jamais pensé pouvoir recevoir un jour. C'était un email d'Hasselblad qui me proposait une collaboration. Hein? Qu'est-ce que t'as dit là? Bon alors, je vous avoue que j'ai failli tomber de ma chaise quand même parce que Hasselblad me proposait une collaboration pour tester leur dernier boîtier, en l'occurrence le X2D2 Sensei, un moyen format de 100 millions de pixels. Et pour le photographe de paysage que je suis, Hasselblad n'est pas une marque comme les autres et les Blad, comme on les appelle, et plus largement l'univers du moyen format, ont toujours représenté une forme de must dans ce qui existait pour ma pratique de la photo, en l'occurrence la photographie de paysage. Et au-delà de ça, Hasselblad c'est une marque légendaire dont les appareils ont sorti des clichés iconique, dont le plus célèbre est sans doute, à mon sens, la Terre vue depuis la Lune lors de la mission Apollo. Rien qu'en le disant, je trouve ça dingue, mais voilà, ce sont bien des appareils Hasselblad qui ont photographié l'homme sur la Lune et puis les missions de la NASA. Et si vous ne connaissez pas Hasselblad, c'est une marque suédoise dont la réputation s'est notamment faite après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec sa série 500, qui était une gamme d'appareils argentiques moyen format, dont la visée s'effectuait sur le dessus de l'appareil et des générations de photographes ont utilisé des appareils Hasselblad. Mais pour revenir sur ma pratique de la photo, photographier un paysage avec un appareil photo made in Suède, doté d'un capteur moyen format de 100 millions de pixels qui encaisse une dynamique de malade et qui sort des RAW de 16 bits, c'est un peu comme piloter une Ferrari quand on est pilote et qu'on est fan de voitures de sport, c'est tout simplement le Saint Graal. Enfin bref, tout ça pour dire qu'Hasselblad m'a envoyé le X2D2 Sensei avec le 20-35 mm, un zoom ultra grand angle qui équivaut à un 16-28 en plein format, idéal pour mon utilisation en paysage. Sachant maintenant que le boîtier coûte 7 200 € et que l'objectif en vaut 6 730, cela fait un combo à 13 930 €. Voilà. Et pour être totalement honnête et transparent avec vous les amis, cette vidéo est sponsorisée par Hasselblad et ce matériel il ne va pas repartir à Göteborg en Suède, mais il va rester goûter la salinité de ma belle Côte d'Opale, mais aussi tout simplement voyager avec moi durant toutes mes aventures. Alors si un jour on m'avait dit que je ferais une collaboration avec Hasselblad, je n'y aurais tout simplement jamais cru et je trouve que c'est absolument dingo. Je trouve ça vraiment fou et je vous avoue qu'au-delà de tout ça, là c'est tout simplement le passionné de photographie que je suis qui est comme un gamin qui accède aux jouets de ses rêves. Ce que j'aimerais faire des fois c'est pouvoir discuter avec le moi du passé et lui dire hey, tu sais un jour tu feras des photos avec un Hasselblad, si je te jure c'est pas une blague. Enfin voilà, c'est quand même assez dingue et c'est tout simplement un sentiment d'excitation car avoir la possibilité d'utiliser un tel matériel est une chose assez extraordinaire et pour ma pratique de la photographie, je le répète, c'est le must dans ce qui existe dans les appareils photo numériques et voilà, c'est dingo quoi. Enfin bref, le but pour moi est de vous livrer mes premières impressions car je n'ai jamais utilisé d'appareil photo moyen format auparavant et donc ça sera pour moi une double découverte. D'un côté découvrir le monde du moyen format mais aussi découvrir l'univers et la philosophie d'Hasselblad qui est une marque qui est quand même assez singulière sur le marché des appareils photo. J'ai donc reçu ce matériel il y a 2 semaines environ et durant cette période j'ai fait tout simplement ce que je sais faire, sortir et photographier ma belle Côte d'Opale avec ce Hasselblad. Je vous avoue que cette expérience fut plutôt singulière. Alors vous l'imaginez, il y a énormément de choses à dire sur un tel appareil et une vidéo ne suffira pas. Et donc je pense que je développerai certains points à travers des vidéos spécifiques car je prends le temps de découvrir les différentes fonctionnalités. Mais ici, ce que je vous propose, c'est de revenir sur 5 points qui m'ont marqué sur mes premières sorties avec cette Hasselblad X2D2 Sensei. Et le plus important, c'est de garder en tête que ce retour d'expérience est vraiment propre à ma pratique de la photo. Je le rappelle, pour la photographie de paysage et donc j'axerai mon propos sur des points liés directement à un usage en photographie de paysage et pour comprendre ce qu'avait ce boîtier dans le ventre, quoi de mieux que d'aller faire des photos sur ma magnifique Côte d'Opale. Allez, couvrez-vous, il va faire frais.
Alors, le premier point qui m'a surpris, et je pense qu'il n'est pas tellement surprenant, c'est le capteur de 100 millions de pixels qui équipe ce boîtier. Et en fait, tout simplement, avant de me lancer, j'avais quand même beaucoup d'interrogations à propos du moyen format. Par exemple, je me demandais, est-ce qu'il y a une véritable différence perceptible par rapport à un capteur plein format? Aussi, est-ce que les 16 bits par rapport aux 14 bits, est-ce que la différence est si énorme que ça? Par ailleurs, est-ce utile d'avoir 100 millions de pixels? Eh bien, j'ai pu commencer à répondre à ces diverses questions durant mes premières sorties avec ce Blad. Et la première chose que j'ai pu constater rapidement, c'est le pouvoir de restitution des détails que l'on a avec un tel capteur. Et j'étais un peu comme un capitaine ad hoc, c'est-à-dire que je n'ai pas arrêté de balancer des injures à chaque fois que je zoomais dans la photo, tant c'était vraiment impressionnant. Alors en fait, il y a 3 choses ici qui expliquent cette capacité exceptionnelle de pouvoir de résolution. La première, c'est simplement d'avoir une définition native de 100 millions de pixels. La seconde, c'est d'avoir 100 millions de pixels sur un capteur 68% plus grand qu'un capteur plein format. Et la troisième, c'est d'avoir des optiques qui permettent d'encaisser une telle quantité de pixels. Alors, comme le dirait le grand poète et philosophe GMK, franchement, c'est aberrant. Alors, en pratique, cela permet d'avoir une restitution des détails d'une précision assez folle, d'imprimer en très grand ou même de recadrer comme un gros cochon. Et ça, d'ailleurs, nous en reparlerons, cette question du recadrage, dans le deuxième point de cette vidéo. Pour constater ça de vos propres yeux, ce que je vous propose, les amis, c'est que je vous ai mis à disposition dans la description de cette vidéo un lien pour télécharger des fichiers et comme ça, vous pourrez directement les regarder. Je vous ai même mis 2 € afin que vous puissiez bouger les curseurs et puis zoomer dans l'image, enfin bref, vous amuser avec les fichiers RAW. Et au-delà de sa haute définition, ce qui m'a frappé avec ce capteur, c'est sa capacité à avoir une énorme plage dynamique et de gérer les écarts de lumière sur des scènes très contrastées. Sur ce point, Hasselblad annonce une plage dynamique allant jusqu'à 15,3 stops, ce qui est quand même assez énorme. Et petite info, la sensibilité de base du capteur se situe à ISO 50, ce qui est top pour des personnes comme moi qui travaillent souvent sur trépied avec des temps de pause qui sont lents, voire même longs. Personnellement, j'ai l'habitude de partir d'une sensibilité native à ISO 100 et partir de 50 me permet de grappiller un miel lorsque je fais de la pause lente et pour moi c'est plus un atout finalement qu'autre chose. Et surtout à une sensibilité aussi basse, on a une image qui est laser et qui est totalement dénué de bruit. Aussi sur ce X2D2, il y a une fonctionnalité que j'ai seulement effleurée pour le moment, mais qui a un potentiel qui me paraît assez incroyable, et c'est la technologie HDR. En fait, l'idée n'est pas de proposer le vieux HDR moche qu'on avait sur nos téléphones, mais bien d'avoir un véritable HDR avec une large dynamique, mais aussi une scène qui est naturellement contrastée, qui correspond à quelque chose qui est naturel pour notre œil. Bien évidemment, cela va de pair avec des équipements qui peuvent afficher ce HDR, mais c'est quelque chose que j'ai quand même envie d'explorer plus en détail par la suite. D'ailleurs, ce HDR va de pair avec quelque chose dont j'ai pu voir immédiatement la qualité et la valeur, et ce quelque chose, c'est ce que Hasselblad appelle le HNCS pour Hasselblad Natural Color Solution. En fait, sur un appareil Hasselblad, vous n'avez qu'un seul profil d'image, et ce profil, c'est ce fameux HNCS. Vous ne trouverez pas de profil standard, vivide ou je ne sais quoi, car voilà, il n'y a qu'un seul profil et il est en couleur. Et pour en revenir à mon usage de la photo de paysage, ce système HNCS apporte des choses qui sont particulièrement intéressantes. La première, c'est la colorimétrie d'Hasselblad, dont la réputation n'est plus à faire et qui offre un rendu des couleurs qui est particulièrement précis et fidèle. C'est d'ailleurs pour cela qu'Hasselblad est si réputé dans le monde de la mode, la photographie de pub, etc. pour la précision, notamment des teintes de peau. La seconde, c'est qu'Hasselblad a conçu ce profil de manière à ce que l'appareil restitue les tons et les couleurs de la manière la plus proche possible de ce que un œil humain perçoit. Enfin, la troisième, c'est que puisqu'il n'y a aucun paramètre pour modifier ce profil unique, parce que vous voyez à l'écran est ce que vous aurez en ouvrant votre RAW avec le profil, et ça c'est quand même assez impressionnant car j'ai sous mes yeux sur le terrain la photo telle qu'elle sera de base en post-traitement lorsque j'ouvrirai ma photo dans mon logiciel d'édition. Et ce point, je pense que vraiment nous en reparlerons car cela affecte la manière de mesurer la lumière, notamment via l'utilisation de l'histogramme qui s'avère de fait beaucoup plus pertinente et précise. En couplant ça avec une mesure spot, ça permet d'avoir une exposition et une mesure de la lumière qui est au poil. Enfin bref, si je devais résumer ce point sur la qualité d'image, je dirais que les images qui sortent de ce boîtier ne se démarquent pas seulement parce qu'elles ont 100 millions de pixels, mais bien parce qu'il y a toute une réflexion de la part d'Hasselblad sur ce qui, à mon sens, est une optimisation pour obtenir l'image la plus précise et naturelle possible. Et je vais prendre 2 exemples pour illustrer ma pensée. D'abord, je suis allé faire des photos au Mont d'Hubert, la colline qui est située en face du Cap Blanc-Nez, et ce soir-là, il y a eu une ambiance magnifique.
magistrale. J'ai photographié notamment au format X-Pan car la scène se prêtait particulièrement bien au format panoramique. Lorsque j'ai regardé l'image sur mon moniteur au bureau pour la première fois, en fait j'ai été frappé par le rendu global de l'image. Alors certes, la forte définition du capteur couplée à la capacité de résolution de l'optique permettent d'avoir un niveau de détail assez impressionnant, mais ce n'est pas ça qui m'a vraiment frappé le plus, c'était la manière dont la lumière était retranscrite sur la photo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette photo, je n'ai fait qu'un ajustement mineur de l'exposition et c'est tout. Sur le terrain, j'ai exposé au plus juste pour protéger les hautes lumières et j'ai ajusté légèrement l'exposition ensuite en post-traitement. Mais quand je regarde la photo, en fait, je suis frappé par le rendu en sortie de boîtier qui retranscrit vraiment la complexité lumineuse de cette scène. Ça, c'est quelque chose qui est très très difficile. Et lorsque l'on zoome sur les nuages, je trouve que la manière dont les nuages au loin sont restitués est réellement impressionnante. De la même façon, lorsque j'ai photographié le lever de soleil au grand décal, j'ai réalisé un panorama d'une bande nuageuse qui se situait juste au-dessus des falaises de Douvres. Maintenant, quand on zoome, on voit tout d'abord que la Lune est parfaitement visible, et ce malgré sa faible taille sur le plan initial, et qu'elle n'est pas cramée, ce qui est quand même très difficile, tant la Lune brille fort. Mais le plus bluffant, je trouve, c'est la capacité du capteur à restituer la finesse de texture des nuages et la gradation des nuances de ton et de teinte sur la photo. En fait, quand je regarde ces nuages, je ressens une grande douceur et un rendu qui pour moi est particulièrement naturel. Sur ce point, je pense vraiment que les RAW 16 bits y sont pour quelque chose. Alors sur le papier, on peut se dire que l'écart entre un RAW 14 et 16 bits est minime, mais quand on décompose le calcul, la différence n'est pas si anecdotique que ça. Alors pour vous donner quelques chiffres, un RAW 14 bits est encodé en 2 exposant 14 nuances par canal primaire, ce qui équivaut à faire 16 384 x 16 384 x 16 384, c'est-à-dire 4400 milliards de nuances. Maintenant, si on regarde en face un RAW 16 bits, lui est encodé en 2 exposant 16 nuances par canal primaire, ce qui équivaut à faire 65 536 x 65 536 x 65 536, c'est-à-dire 281 000 milliards de nuances. Bref, ce surplus d'informations permet d'avoir une restitution encore plus fine de la lumière et des nuances. Et dans ce genre de scène très contrastée que j'ai l'habitude de photographier, mon œil aperçut immédiatement la différence de restitution dans ces gradations les plus fines. Cela peut paraître vraiment un détail, mais je vous assure que sur ces scènes que je connais très bien, j'ai vu immédiatement une différence et c'est sans doute celle qui m'a le plus frappé sur cette qualité d'image, bien plus sans doute que les 100 millions de pixels. En fait, cette richesse de données permet d'avoir des dégradés qui sont encore plus fins et surtout beaucoup plus naturels, d'avoir plus de marge en post-traitement, notamment dans les ombres, car rappelez-vous, si on reprend le calcul, on a 4 fois plus de nuances par canal primaire. Maintenant, la contrepartie est forcément de cette richesse d'informations, c'est que chaque RAW pèse aux alentours des 200 mégaoctets. Clairement, c'est très volumineux, mais en somme, je ne compte pas personnellement travailler sur des flux massifs d'images avec cet appareil, et voilà, je compte tout simplement pas mitrailler, et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas du tout sa philosophie d'utilisation. Malgré tout, il faut bien être conscient que l'on ne peut pas avoir d'un côté 100 millions de pixels encodés en 16 bits et de l'autre avoir des RAW de seulement quelques mégaoctets. Enfin bon, pour terminer sur la qualité d'image pure, c'est forcément exceptionnel et c'est quand même assez logique compte tenu du positionnement tarifaire du boîtier. Néanmoins, et comme je le disais, ce qui m'a quand même le plus bluffé n'est pas tellement la haute définition, mais bien la manière dont l'appareil, avec son plus grand capteur, restitue la lumière sur mes photos de paysage. Donc pour terminer les amis, en fait je sais pas trop quoi vous dire à part voilà, c'est juste exceptionnel en fait. Ensuite, le deuxième point qui m'a frappé lors de ces premières sorties avec ce boîtier, c'est la possibilité d'utiliser en interne une multitude de ratios d'images, dont le célèbre ratio Panoramix X-Pan. En fait, dans les menus, vous avez la possibilité de choisir le ratio, chose assez classique dans la plupart des marques, mais où Hasselblad va quand même plus loin, car il propose des ratios qui sortent des formats classiques. De base, le capteur a un ratio 4/3, et c'est sur ce ratio natif que l'on peut profiter des 100 millions de pixels. Mais il est possible de recadrer sur des formats classiques, tels que le 3/2, le carré ou encore le 16/9, mais également sur des ratios moins répandus dans les appareils, tels que par exemple le ratio A4, le 5/4, le 7/6, le 2/1, ou même par exemple le fameux X-Pan qui mérite quand même que l'on s'arrête un petit peu dessus. En fait, le format X-Pan est un ratio panoramique de 65/24, c'est-à-dire que l'image est 2,7 fois plus large que haute. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Hasselblad avait sorti un appareil photo nommé le Hasselblad X-Pan en 1998 qui permettait de photographier à la fois au ratio
ratio X-Pan, mais aussi au ratio 3,5, le tout sur une pellicule 35 mm et sans changer la pellicule en fonction du ratio. Enfin bref, cet appareil permet d'avoir une multitude de ratios directement dans le viseur ou sur l'écran et de composer sa photo par rapport au ratio que l'on choisit. Alors maintenant, je sais que pour certains, cette fonctionnalité peut paraître vraiment anecdotique et vous auriez raison de me dire que l'on peut simplement recadrer et obtenir tous ces ratios en post-traitement. Et en fait, c'est tout à fait vrai. Mais personnellement, je trouve que de voir le cadrage en direct sur le terrain nous aide vraiment dans la composition de nos photos. Car en travaillant dès le départ sur le ratio qui m'intéresse, je peux cadrer au plus juste directement sur le terrain et réellement visualiser mon image à l'écran. Moi, personnellement, c'est le genre de fonctionnalité qui me parle énormément et depuis que j'ai ce Bladoo, je l'ai appelé Bladoo, j'ai surtout fait de la photo au format X-Pan car le ratio panoramique m'a toujours énormément attiré en photographie de paysage. Mais avant de passer au troisième point, je voulais voir deux choses avec vous à propos de ces ratios. Alors d'abord, lorsque vous shootez en RAW et que vous choisissez un autre format que le 4/3 natif, il y a forcément un recadrage sur l'image. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous ouvrez le RAW, ce recadrage est maintenu, mais si maintenant vous cliquez sur l'outil de recadrage, alors l'image entière sera disponible et vous pouvez revenir sur le cadrage autant que vous voulez et vous gardez les 100 millions de pixels. Deuxième chose, je me suis demandé ce qu'il me restait lorsque je recadrais au niveau définition et il en sort un fichier de 11 656 par 4304, soit un total de 50,1 millions de pixels pour un ratio X-Pan. Donc si je veux imprimer une image X-Pan sur ma Canon Pro 1100, je peux en tirer un panorama de 1,17 m de largeur et 43 cm de hauteur avec une résolution de sortie de 253 ppp, ce qui est... Ah mec, c'est du grand n'importe quoi. Eh bien, vous savez quoi, les amis, je pense qu'on se fera sérieusement une vidéo rien que sur l'impression d'un panneau X-Pan et je frétille déjà à l'idée de sortir des panoramas de plus d'1 mètre sur mon imprimante photo. Ensuite, le troisième point qui m'a surpris sur ce X2D2, c'est son ergonomie. Alors d'un côté, il y a l'ergonomie que j'appellerais physique, qui est assez épurée et plutôt classique, mais c'est surtout sur l'ergonomie logicielle que je voudrais revenir. Niveau ergonomie physique, le boîtier est plutôt épuré, et quand on regarde, on voit qu'il n'y a pas énormément de boutons. À l'arrière, on retrouve l'immense écran dont nous reparlerons juste après, sur lequel on a 4 boutons, un premier pour accéder aux photos, un second pour valider ses choix, un troisième pour annuler ou supprimer, et un dernier pour accéder au menu de l'appareil. Sur la droite maintenant, on retrouve un joystick cliquable que Hasselblad a ajouté par rapport à la précédente version, et ce dernier permet d'ajuster avec précision son collimateur autofocus. Juste en dessous, ils ont ajouté un bouton personnalisable, tandis que sur le dessus, on a les boutons classiques AEL et AFL. Si on regarde sur l'épaule maintenant, on a un écran qui nous indique les informations élémentaires pour la prise de vue, ainsi que 4 boutons. On a d'abord le bouton d'alimentation du boîtier, ainsi qu'un bouton qui permet par défaut de régler les ISO et la balance des blancs, tandis que son voisin permet par défaut de régler le mode d'exposition entre les classiques PASM. Enfin, on retrouve à l'avant le déclencheur orange et or qui est la signature visuelle d'Hasselblad. À l'avant et à l'arrière, on retrouve 2 molettes pour gérer l'ouverture et la vitesse, et ces 2 molettes sont cliquables pour y attribuer les fonctionnalités de son choix. Enfin, à l'avant de l'appareil, on retrouve un bouton personnalisable. Au global, chaque bouton est personnalisable et de mon côté, j'ai pu me faire une ergonomie qui répond tout simplement à mes habitudes sur mes différents appareils photo. Enfin bref, niveau ergonomie physique, il y a grosso modo tout ce qu'il faut, et surtout cette ergonomie est facilitée d'un côté par l'écran ainsi que par les menus. Donc en fait, ce qui m'a surpris n'est pas tant l'ergonomie physique, mais c'est bien l'ergonomie logicielle, les menus, car je n'avais jamais utilisé des menus de la sorte auparavant. Ça fait 15 ans que je fais de la photo, j'ai possédé des appareils de multiples marques, et plus largement, j'ai déjà eu affaire à la plupart des marques qui existent sur le marché, notamment en utilisant des appareils de mes clients lors de stages de formation. Et s'il y a bien un point sur lequel ce Blad se démarque, c'est sur les menus, et je n'ai tout simplement jamais utilisé un appareil dont les menus étaient aussi clairs et simples. Donc pour le dire autrement, on dirait un smartphone dans lequel vous naviguez de manière ultra simple et avec une logique qu'un enfant pourrait comprendre. La première fois que j'ai allumé l'appareil, j'ai mis seulement 5 minutes à faire le tour et à comprendre où chaque fonctionnalité était paramétrable tellement ces menus étaient simples. Et en fait, c'est quand tu retournes sur les menus des autres marques que tu réalises que les menus classiques qui existent dans les appareils photo sont complexes à appréhender. Là, tu as un menu avec les principaux paramètres de ton appareil et tout est accessible via le
tactile et sur la page suivante, tu as les familles de paramètres dans lesquelles tu vas retrouver les paramètres correspondants. Voilà, c'est comme un smartphone avec toute la simplicité qui va avec. Et cette simplicité, quand tu es sur le terrain, c'est réellement un régal car tu accèdes à tout ce dont tu as besoin en un rien de temps et surtout tu ne passes pas 40 ans à chercher dans quel menu est tel paramètre. Et donc comme je vous le disais, en fait la simplicité de cette ergonomie va de pair avec l'écran arrière de l'appareil et cet écran c'est le 4e point qui m'a surpris durant ces premières sorties. Alors on pourrait se dire qu'un écran n'a pas vraiment d'importance sur un appareil photo, eh bien je dois dire que pour ma pratique en photographie de paysage, c'est bien plus important qu'on pourrait le croire et ça m'a bluffé et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est tout d'abord sa taille parce qu'il est immense avec ses 3,6 pouces, ce qui est bien plus grand que la plupart des écrans d'appareil photo. Il est donc très grand et surtout très lumineux avec une luminance de 1400 nits au maximum. Et ça sur le terrain, c'est un point extrêmement plaisant tant on voit bien la scène grâce à la grande dimension de l'écran, mais surtout on voit parfaitement ce qui est affiché, y compris en plein soleil, et ça quand tu fais du paysage ce n'est pas un détail. Alors plus largement, cet écran est plaisant à utiliser car il possède aussi un tactile très réactif qui est dans la norme de ce que l'on retrouve sur un smartphone. Et en fait voilà, c'est ça le truc, on a l'impression d'utiliser un écran de smartphone et c'est là où l'écran devient une réelle pièce centrale de l'ergonomie du boîtier. Et quand tu couples la qualité physique de cet écran au menu simple de l'appareil, c'est un peu comme j'aime bien le dire, ça fait des chocs à pic. Et petit plus, cet écran est sur charnière, ce qui permet de l'incliner dans l'axe du viseur, ce qui est top en photo, à 90 degrés vers le haut et jusqu'à 43 degrés vers le bas. Par contre, ce que je trouve juste dommage, c'est que cet écran n'est pas inclinable lorsque l'on positionne l'appareil verticalement, ce qui aurait été vraiment un atout, notamment quand on est au ras du sol. Et donc au global, je me suis davantage surpris à utiliser cet écran que le joystick pour faire mes mesures de lumière ou pour faire la mise au point, tant il est plaisant à utiliser. Et ça, ça a vraiment du sens, à nouveau pour ma pratique, notamment sur un trépied. Et un autre point important, moi qui sors souvent en hiver lorsqu'il fait très froid, j'utilise forcément des gants. Et là, je peux utiliser le tactile sans problème, ce qui était quand même assez jouissif. Et précédemment, je n'avais jamais utilisé un écran tactile d'appareil photo avec des gants, tout simplement parce que c'était imprécis et que c'était une réelle tannée. Enfin, et pour terminer sur cet écran, il faut comprendre qu'Hasselblad a poussé le délire assez loin parce qu'il a toutes les caractéristiques de ce qu'on pourrait retrouver dans un moniteur art graphique mais installé à l'arrière d'un appareil photo. Alors tout d'abord, il est calibré à la norme D65 comme n'importe quel moniteur art graphique afin de garantir un affichage des couleurs fidèles, mais en prime, il couvre le gamut DCI-P3 qui permet d'avoir sous les yeux une richesse de couleurs bien supérieure à ce que l'on retrouverait par exemple sur un écran capable d'afficher un gamut plus restreint comme le sRGB. Et ce genre de caractéristiques, cela peut paraître pour le commun des mortels du détail, mais pour une utilisation professionnelle, ça ne l'est vraiment pas. Et il faut garder en tête que cet appareil photo s'adresse avant tout à un public de professionnels exigeants qui travaillent sur une chaîne graphique qui est contrôlée et surtout calibrée. Enfin bref, cet écran, c'est vraiment une pure merveille et sur le terrain, composer ces photos sur un écran aussi grand, aussi lumineux, voilà, que dire à part que c'est simplement jouissif. Enfin, et pour terminer cette vidéo, je voulais revenir sur un dernier petit point qui m'a surpris. Et ce dernier point, c'est la présence d'un SSD interne d'1 Teraoctet. En fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi, de nos jours, les grands constructeurs n'équipent pas leurs appareils photo d'une mémoire interne, sans forcément parler d'un volume aussi important. Mais quand même, je trouve ça surprenant qu'en 2025, on n'ait pas ça de base sur un appareil photo. Sur le boîtier, vous avez le choix entre cette énorme mémoire interne ou un port CF Express de type B, si vous souhaitez agrandir l'espace de stockage. Alors certes, vous allez me dire qu'avec des RAW de 200 mégaoctets pièce, ce n'est quand même pas de trop, mais je trouve quand même que voilà, c'est vraiment super et c'est pas dans la culture d'avoir des sauvegardes internes dans un appareil photo, mais quand je vois que des compacts experts ou des caméras d'action ont de nos jours des SSD de plusieurs dizaines de gigas, j'ai tout simplement du mal à comprendre comment les marques d'appareils photo n'intègrent pas ce genre de fonctionnalité par défaut dans les appareils photo de nos jours. Enfin bref les amis, je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo et donc je souhaitais partager avec vous ces quelques points qui m'ont réellement surpris par rapport à mes habitudes en tant que photographe de paysage. Il y a de nombreux points que je vais découvrir et approfondir en fait au fil du temps, mais durant ces quelques sorties avec ce X2D2, je me suis tout simplement éclaté. Forcément, vous allez me dire que ce n'est pas un matériel comme les autres et vous avez raison, et au vu du positionnement de ce matériel, c'est quand même assez logique, mais justement quand tu n'as jamais utilisé ce type de matos, voilà,
ça, c'est déjà assez surprenant, puis c'est hyper kiffant. Et donc comme j'ai pu le dire et vous le montrer, j'ai été bluffé par les images qui sortent de cet appareil photo, mais ce qui m'a surpris n'est pas tant la définition disponible que la finesse du rendu et surtout la retranscription de la lumière sur des scènes très complexes en photographie de paysage. Étant habitué à faire et traiter des photos de paysages, notamment en début et fin de journée, lorsque la lumière est complexe et que les couleurs sont riches, en fait mon œil a de suite été frappé par la restitution de la lumière et de ses textures particulièrement fine et d'une grande douceur. Ces quelques sorties m'ont permis de saisir tout le potentiel du moyen format, et si je vous disais que ce n'est pas grisant, tout simplement je vous mentirais. Aussi, et parallèlement à cette qualité d'image, et c'est pour ça que je vous en ai parlé, ce qui m'a surpris avec cet appareil, c'est toute l'expérience qu'il propose, notamment à travers son superbe écran, mais aussi à travers ses menus simples et bien pensés. Ce sont des points qui peuvent peut-être paraître anecdotiques, mais qui pour moi comptent énormément dans mon expérience sur le terrain. Bien évidemment, cet appareil ne se limite pas à ces quelques points et je compte bien explorer tout son potentiel dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, parmi les fonctionnalités que j'aimerais tester et pousser en profondeur, il y a notamment son AF qui se repose sur la technologie LiDAR, mais aussi sa stabilisation de 10 stop que j'ai pu rapidement tester et où j'ai pu réaliser quelques photos nettes à 4 secondes de pause en début de nuit. Et oui, ça c'est faisable avec un capteur moyen format. Enfin bref les amis, je m'arrête ici et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.